1957, désert du Sahara, 50 degrés à l'ombre, des dunes à perte de vue. Et au milieu de ce néant, un monstre d'acier, 15 mètres de long, 100 tonnes en charge totale, 50 tonnes de charge utile, 700 chevaux, des pneus de plus de 2 mètres de diamètre. C'est le plus grand camion jamais construit à cette époque, plus imposant que les Caterpillar américains, plus puissant que la plupart de ce qui existe. Et c'est une machine française. Son nom? Le Berliet T100. Sa mission? Transporter le pétrole saharien et faire de la France une puissance énergétique. Vous avez adoré ma vidéo sur l'histoire de Berliet, mais je n'ai fait qu'effleurer ce monstre, et aujourd'hui, je vais rentrer dans les détails de cette machine légendaire. Seulement 4 exemplaires ont été produits, et aujourd'hui, presque personne ne connaît son existence. Alors dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire du géant oublié. Comment la France a construit l'impossible, pourquoi ce projet titanesque a été abandonné, et surtout, pourquoi on n'en parle plus. Voici l'histoire du Berliet T100. Pour comprendre pourquoi le Berliet T100 existe, il faut revenir en 1956. À cette époque, la France vient de faire une découverte monumentale, du pétrole. Beaucoup de pétrole, en plein désert du Sahara. Hassi Messaoud, Edgeley, des noms qui ne disent rien aujourd'hui, mais à l'époque, ce sont des Eldorado, des gisements immenses, colossaux, qui pourraient changer le destin énergétique de la France. Pourquoi c'est si important? Parce qu'en 1956, la France dépend à environ 90% du pétrole importé. Chaque crise internationale fait trembler l'économie. La crise de Suez vient de le prouver. Quand le canal est bloqué, c'est la panique. Alors trouver du pétrole en Algérie, territoire français à l'époque, c'est la solution. C'est l'indépendance énergétique. C'est la puissance. Le problème, ce pétrole est au milieu de nulle part. Imaginez, des centaines de kilomètres de dunes. Pas de route, pas de voie ferrée, pas d'électricité, pas d'eau, juste du sable à perte de vue. Et une chaleur qui dépasse régulièrement les 50 degrés. Pour exploiter ce pétrole, il faut tout construire de zéro. Des puits, des derricks de 30 mètres de haut, des stations de pompage, des réservoirs, des campements pour les ouvriers. Et pour ça, il faut transporter du matériel lourd, très lourd. On parle de foreuses de 50 tonnes, de moteurs diesel géants, de poutres métalliques de 15 mètres, de réservoirs de plusieurs dizaines de tonnes, de pièces qu'on ne peut pas découper, qu'on ne peut pas diviser. Il faut les amener en un seul bloc, en plein désert, sur des centaines de kilomètres. Les camions classiques? Oubliés. Ils s'enfoncent dans le sable dès qu'ils dépassent 20 tonnes. Leurs moteurs surchauffent, leurs châssis se tordent, ils ne tiennent pas la distance. Les Américains ont leurs Caterpillar, leurs engins de chantier surpuissants, mais même eux plafonnent à 35 tonnes de charge utile. Et dans le sable profond du Sahara, c'est encore trop juste. Il faut quelque chose de plus grand, de plus puissant, de jamais vu. Alors, fin 1956, Paul Berliet, après une visite dans le Sahara, constate le besoin énorme des compagnies pétrolières comme Shell et la Compagnie française des pétroles. Il décide de relever le défi. En 1957, Berliet, le grand constructeur lyonnais, se lance. Marius Berliet, le fondateur, est décédé quelques années plus tôt, mais son fils, Paul Berliet, est à la tête de l'entreprise et il a hérité de l'obsession paternelle, repousser les limites. La mission est simple, mais folle. Construisez le plus grand camion du monde. Un camion capable de transporter 50 tonnes de charge utile jusqu'à 100 tonnes en charge totale. Un camion qui ne craint ni le sable, ni la chaleur, ni les distances. Un camion qui peut rouler là où rien ne roule. 50 tonnes. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 25 à 30 voitures. C'est un immeuble sur roue. Aucun camion au monde ne peut faire ça à l'époque. Mais Berliet ne recule pas. Au contraire. Parce que pour Berliet, ce projet, ce n'est pas qu'un contrat. C'est une vitrine. C'est la preuve que l'industrie française peut rivaliser avec les géants américains. C'est l'occasion de marquer l'histoire. Alors Paul Berliet accepte le défi. Et en 1957, dans les usines de Vénissieux, près de Lyon, les ingénieurs de Berliet se mettent au travail. Leur mission,
créer l'impossible. Le berlier Tessan vient de naître. Vous allez découvrir le plus gros camion du monde, conçu et fabriqué par Berliet, le Tessan, le 100 tonnes. Le voici. Ce géant est à l'échelle du monde moderne. Il sera entraîné par un moteur diesel de 600 chevaux à la conquête des pays neufs, des régions désertiques et sur les chantiers des grands travaux. Ses roues ont un diamètre de 2,20 mètres. M. Paul Berliet, directeur général adjoint des automobiles Berliet, et M. Thibaudan peuvent être fiers de leur œuvre. Ces roues-là vont faire beaucoup de chemin et apporter de par le monde une nouvelle preuve de la vitalité et du dynamisme français. Elles pourront supporter jusqu'à 120 tonnes et pour la conduite et le freinage, 2 compresseurs d'air ainsi qu'une pompe de servocommande hydraulique libèrent le conducteur de tout effort. Voici les derniers boulons à serrer. Le Tessan est prêt. On contrôle encore les circuits hydrauliques. On donne un dernier coup de pinceau. On vérifie le tableau de bord. Le Tessan va quitter Lyon, cité du poids lourd, pour se rendre au Salon de l'Automobile à Paris, où il sera présenté dans le cadre du stand saharien. Les bureaux d'études de Berliet à Vénissieux. Les ingénieurs ont un cahier des charges qui tient en une phrase: construire un camion capable de transporter 50 tonnes de charge utile dans le désert, pour un poids total en charge d'environ 100 tonnes. Mais quand on regarde les détails techniques, on réalise l'ampleur du défi. Parce que ce n'est pas juste un camion plus grand, c'est repenser entièrement la mécanique, la structure, la motorisation, tout. Commençons par les dimensions. Le Berliet Tessan mesure 15 mètres de long, 5 mètres de large, 4,5 mètres de haut. Pour vous donner une idée, c'est plus long qu'un bus articulé, c'est plus large que 2 voies d'autoroute, c'est plus haut qu'une maison de plain-pied. Et ce monstre doit rouler dans le sable. Alors les ingénieurs commencent par les pneus. Parce que c'est là que tout se joue. Dans le sable profond, la pression au sol doit être minimale, sinon le camion s'enfonce, il ne bouge plus. La solution? Des pneus géants. Des pneus de 2,2 mètres de diamètre, larges, souples, capables de répartir le poids sur une surface énorme. Ces pneus n'existent pas, alors Berliet commande des pneus spéciaux à Michelin. Des pneus uniques, fabriqués sur mesure, qui coûtent une fortune chacun. Le Tessan en a 4 à l'arrière, 2 à l'avant, 6 pneus géants qui pèsent près d'1 tonne chacun. Ensuite, le moteur. Pour déplacer 100 tonnes en charge totale, avec un poids vide qui dépasse les 50 tonnes, il faut une puissance colossale. Berliet installe un moteur diesel V12 Cummins, 29 litres de cylindrée, 700 chevaux, twin turbo. Pour comparaison, un semi-remorque moderne classique tourne autour de 400 à 500 chevaux. Et Berliet sort 700 chevaux d'un V12 suralimenté. C'est un monstre mécanique, un bloc moteur qui pèse à lui seul plusieurs tonnes. Un moteur qui consomme environ 90 litres au 100 km sur route et jusqu'à 240 litres par heure en sable profond. Mais dans le Sahara, il n'y a pas de station-service, alors le Tessan embarque 1900 litres de carburant dans ses réservoirs, de quoi tenir plusieurs centaines de kilomètres sans ravitaillement. Maintenant, le châssis. Comment construire une structure capable de supporter 100 tonnes en charge sans se tordre, sans se briser, tout en restant assez légère pour ne pas s'enfoncer? Les ingénieurs de Berliet conçoivent un châssis en acier renforcé avec des poutres maîtresses surdimensionnées. Mais ils jouent aussi sur l'équilibre. Le moteur est placé à l'avant pour répartir le poids, la cabine est surélevée pour dégager le passage.
Et la transmission? Là encore, rien d'ordinaire. Le T100 utilise une transmission hydrocinétique, une technologie rare à l'époque qui permet de transmettre la puissance aux roues sans à-coups, sans casser les engrenages sous la charge. 4 roues motrices à l'arrière, une direction assistée pour les 2 roues avant, parce que sans assistance, diriger un tel monstre serait tout simplement impossible. Mais le vrai génie du monstre, c'est son adaptabilité au terrain. Les suspensions sont conçues pour absorber les dunes, les bosses, les creux du désert. Le centre de gravité est abaissé au maximum pour éviter le basculement. Les garde-boue sont surdimensionnés pour éviter l'accumulation de sable. Et la cabine, elle est montée sur cylinder block pour isoler le conducteur des vibrations. Parce qu'à 700 chevaux et sur terrain chaotique, sans isolation, le chauffeur ne tiendrait pas une heure. Tout est pensé, tout est calculé. Tout est sur mesure. La construction prend des mois, les pièces sont fabriquées dans les ateliers Berliet, les tests mécaniques se multiplient, les prototypes sont ajustés. Et en octobre 1957, le premier Berliet T100 est terminé. Il est là, dans les hangars de Vénissieux, 15 mètres d'acier et de puissance. Mais il y a un problème. Comment transporter cette bête jusqu'au Sahara ? Parce qu'on ne peut pas le faire rouler sur 2000 km, les routes européennes ne supporteraient pas son poids, les ponts s'effondreraient, les tunnels sont trop bas. Alors Berliet a une idée folle, le démonter. Le T100 est entièrement démonté, pièce par pièce, moteur, châssis, cabine, roues, tout. Les éléments sont chargés dans des caisses géantes, puis embarqués sur des cargos, direction l'Algérie. Une fois sur place, au milieu du désert, des équipes d'ingénieurs et de mécaniciens Berliet remontent le camion, en plein Sahara, sous 50 degrés, avec des moyens limités. C'est un chantier titanesque, mais au bout de plusieurs semaines, le T100 est debout. Moteur en route, pneus gonflés, 100 tonnes de machines prêtes à rouler. Les premiers essais sont nerveux. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va avancer? Le chauffeur monte dans la cabine. Il enclenche la première. Le V12 rugit. Et le mastodonte avance. Il avance dans le sable. Il passe les dunes. Il transporte sa charge-t-il de 50 tonnes comme si de rien n'était. Les ingénieurs ne reviennent pas. Ça marche. Ça marche vraiment. Le plus grand camion du monde vient de prouver qu'il peut faire ce pour quoi il a été conçu. Berliet a réussi l'impossible. Le T100 entre en service. Il transporte des foreuses, des réservoirs, des poutres métalliques. Il devient l'outil indispensable de l'exploitation pétrolière française au Sahara. 4 exemplaires sont construits au total. 4 géants qui sillonnent le désert. Et pendant quelques années, le Berliet T100 est une légende vivante. Mais cette légende va prendre fin brutalement. La fin d'un empire. Le géant est au sommet de sa gloire. 4 exemplaires sillonnent le Sahara. Ils transportent des charges que personne d'autre ne peut déplacer. Ils ouvrent des routes là où il n'y en a pas. Le projet pourrait s'étendre, mais en coulisses, tout est en train de basculer. Le monstre n'est pas juste un camion, c'est un outil géopolitique. Et la géopolitique est en train de changer. La guerre d'Algérie commence. Au départ, c'est un conflit colonial classique. Mais année après année, la situation s'enlise, les combats s'intensifient. La France envoie des centaines de milliers de soldats. Et pendant ce temps, au Sahara, les champs pétroliers continuent de produire. La bête continue de rouler, mais la tension monte. Les accords d'Évian sont signés. L'Algérie devient indépendante. Et tout change. Les gisements pétroliers du Sahara passent sous contrôle algérien. Les infrastructures sont nationalisées. Les entreprises françaises sont expulsées ou rachetées. Le mastodonte n'a plus de mission. Conçu pour un projet français, sur un territoire qui ne l'est plus. L'Algérie n'a pas besoin de camions français. Elle a ses propres priorités, ses propres partenaires. Les 4 géants voient leur sort diverger brutalement. Certains finissent scrappés après la perte du marché, d'autres restent en Algérie comme monument. Le dernier est rapatrié en France et restauré.
Berliet tente de trouver d'autres clients, d'autres pays avec des déserts à exploiter, d'autres chantiers gigantesques. Mais le colosse est trop spécialisé, trop gros, trop cher, trop complexe à entretenir. Aucune commande ne suit. La machine devient une relique. Et ça ne s'arrête pas là. Dans les années qui suivent, Berliet lui-même va disparaître. Difficultés financières, concurrence internationale. Les Américains dominent le marché, les Japonais arrivent avec des camions moins chers. Berliet est racheté par Renault. La marque continue quelques années, puis elle est absorbée. Le nom Berliet disparaît, et avec lui, l'histoire du géant. Aujourd'hui, il reste 2 exemplaires visibles. L'un est préservé comme monument à Hassim et Saoud en Algérie, l'autre restauré et exposé à la Fondation Berliet près de Lyon, un conservatoire industriel que peu de gens connaissent. Ce monstre de 15 mètres, ses 700 chevaux, cette bête qui devait dominer le Sahara, il est là, immobile, silencieux. Les visiteurs passent devant, certains prennent une photo. La plupart ne réalisent pas ce qu'ils ont sous les yeux. Ils ne savent pas que ce camion était le plus grand du monde, qu'il a été construit pour changer le destin énergétique de la France, qu'il a roulé dans des conditions que personne n'ose affronter aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'il a été sacrifié par la géopolitique. Voilà l'histoire du Berliet T100. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on parle des Caterpillar, des Bellaz, des Komatsu, mais jamais du géant français? Est-ce que vous pensez que l'industrie française pourrait encore construire des machines comme ça aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire, je veux savoir ce que vous en pensez. Et si cette histoire vous a marqué, si vous pensez que cette machine mérite qu'on se souvienne d'elle, faites tourner cette vidéo, partagez-la. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, parce que je raconte des histoires comme celle-ci, des histoires de machines incroyables, de projets fous, d'ingénieurs visionnaires, des histoires qu'on a oubliées, mais qui méritent d'être racontées. À bientôt pour la prochaine!